L'enseignant normalien, agrégé de lettres, Jean-Paul Briguely est l'auteur, vous le savez, du best-seller La fabrique du crétin. Et il revient avec un nouvel ouvrage aux idées dérangeantes intitulé L'école à deux vitesses aux éditions L'Archipel et en vente dès maintenant sur la boutique TVL sur le site tvl.fr. Jean-Paul Briguely, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur TVL. Nous allons évoquer ce livre qui va faire grincer bien des dents. Mais auparavant, l'actualité, c'est l'interdiction par le ministre Gabriel Attal de l'abaya et du camis. Est-ce que pour vous, c'est une décision qui va dans le bon sens ou c'est le moyen de faire diversion, d'éluder les vraies questions sur l'état de l'éducation nationale en France en 2023 ? Alors avant tout, c'est un bon coup politique. Gabriel Attal a éclaté façon puzzle, comme dit Bernard Blier dans Les Tontons Flingueurs, l'ensemble de la gauche qui se divise entre ceux qui voient de l'anti-islamisme, de l'anti, etc., ceux qui approuvent, Fabien Roussel par exemple. Très bien, ils savent plus où ils ont leur tête. Deuxièmement, c'est quand même une façon de se démarquer de Pape Ndiaye, montrer que les choses ont changé, parce que pendant l'année qu'il a passée au ministère, il s'est révélé, dans les détails, un adversaire assez résolu on va dire, du clan laïque. Il a déplacé des gens, il en a nommé d'autres. Il est arrivé sur les positions qui étaient celles de Jean-Louis Bianco, à l'époque où Bianco dirigeait l'Observatoire de la laïcité. Et j'avais une longue polémique avec lui parce qu'il prêchait la laïcité ouverte. Je dis oui, comme les cuisses du même nom. Vous savez, mon côté distingué, là, british, immédiatement. Troisièmement, il envoie un signal quand même aux musulmans en leur disant, ben voilà, on vous a laissé prospérer quand même, mais il y a des limites. D'ailleurs, ça s'est révélé assez efficace parce que sur 12 millions d'élèves qui rentraient, des abayas non retirés, il y en a eu 67. Enfin, c'est-à-dire 0,00005. Donc, bravo de ce point de vue-là. Maintenant, est-ce que c'était la première mesure qu'il fallait prendre ? C'est symbolique si on veut, mais si on en reste au symbole, c'est un peu pauvre. Il aurait été plus significatif de décréter, par exemple, la fin du collège unique, sonner la fin de la récré, expliquer aux profs qu'il va falloir travailler, enfin, toute une série de choses qui risquent de fâcher. On va en parler de tout cela. Vous dites, dans l'école à deux vitesses, qu'une évidence surnage, les élèves devraient porter un uniforme pour faire tomber toutes les questions vestimentaires qu'on vient d'évoquer. On parle d'expérimentation. Est-ce que vous pensez, vous, qu'il faut encore aller plus loin et mettre ça en place rapidement ? Alors, j'ai fait un article, je suis parti en mission véritablement exploratoire au Japon en avril-mai dernier pour observer comment ça fonctionnait au Japon, puisque tout le Japon vit sous uniforme. Chaque école a son uniforme et c'est toujours la même chose. C'est chemisier jupe pour les filles, blazer pour les garçons, avec un côté un peu militaire, d'ailleurs des boutons dorés, des tenues un peu raides. Et ça fonctionne très bien. Alors, au-delà de l'uniforme, par exemple, les cheveux doivent être attachés, ils ne doivent pas être teints, on ne doit pas porter de bijoux, il ne doit pas y avoir de tatouages, ce qui sont très mal vus au Japon, de façon générale. Donc et même, pour les filles, interdiction des collants. Enfin, dans un pays où il peut faire moins 15 l'hiver. Et donc, j'en avais tiré plusieurs enseignements. Primo, ça évite les concurrences vestimentaires. Le côté, moi j'ai le dernier pull de chez, et moi j'ai le dernier jean de chez, etc. Ça évite le racket. Par définition, on ne va pas se racketter la même chose que ce qu'on a déjà. J'avais suggéré qu'on fasse un référendum national de façon à l'imposer globalement, et surtout que ces uniformes soient fabriqués en France, ce qui permettrait 12 millions d'élèves à habiller tous les ans, ce qui permettrait de relancer massivement l'industrie textile qui a été sacrifiée dans les années 80. Je vous rappelle qu'on avait une industrie textile extrêmement forte dans ce pays. Mais surtout, il faut penser à cette idée d'uniforme. Alors bien sûr, il y a un côté militaire, mais il y a aussi l'idée d'uniformiser les gens
de façon à ce qu'ils ne se distinguent que par leur travail et leur capacité intellectuelle. Je rappelle d'ailleurs que c'est une règle, quand on fait une dissertation, par exemple, le mot interdit, c'est « je ». Parce que ce sont les idées que l'on défend qui doivent être remarquables et pas l'étalage de son nombril. Le dernier point, l'uniforme, on le met le matin, exactement comme vous êtes habillé ce matin, vous voyez, ce bleu typique, la pochette, les lunettes, vous êtes habillé pour aller au combat, en quelque sorte. Le combat du travail, etc. L'uniforme, c'est du même ordre. Faire comprendre aux élèves que ce n'est pas, quand on va à l'école, ce n'est pas la même chose que quand on va voir des copains dans la rue, où on peut être plus relâché, etc. On met un uniforme pour aller dans un endroit où l'on va travailler. C'est une figuration, en quelque sorte, de ce que sera le travail professionnel par la suite. Pourquoi mettre un uniforme aux enfants? Il n'y a plus d'uniforme pour les professeurs, il n'y a plus d'uniforme pour les postiers, il n'y a plus d'uniforme presque dans la SNCF, il n'y a plus d'uniforme des militaires car ils ne peuvent plus se promener dans la rue en uniforme. L'uniforme a disparu partout et vous voulez le réimposer aux jeunes? Vous avez énuméré admirablement l'ensemble des retraites, si je puis dire, que nous avons opéré en France. Si on veut revivifier la France en tant que pays, il faut justement commencer à la base. La base, c'est l'école, c'est dès 5-6 ans, etc. En plus de ça, les enfants peuvent très bien jouer avec ça. Je vous rappelle quand même qu'aux Antilles, ils sont en uniforme, tous, et ça ne les braque pas plus que ça. Ils ont la possibilité, quand ils sortent de l'école, de remettre leur jean troué s'ils en ont envie, mais pas à l'école. Et de la même manière, il faudrait bien sûr inciter les professeurs à y aller habillés d'une façon un peu stricte, eux aussi en tenue de combat. Le président de la République, Emmanuel Macron, a récemment, dans Le Point, indiqué toute une série de propositions pour redresser l'éducation nationale. Il a, vous l'avez vu, indiqué qu'il faisait de ce sujet une priorité politique cardinal. Et il fait toute une série de propositions. J'ai noté celles qui font peut-être un peu quand même consensus, une demi-heure de sport obligatoire chaque jour, renforcement de l'éducation artistique culturelle, vacances écourtées pour les décrocheurs. Et vous jugez tout ça très sévèrement et vous dites Emmanuel Macron, il a 20 ans de retard. Il a 20 ans de retard, c'est-à-dire que ce sont des mesures qui auraient fait sens il y a 20 ans. Mais il y a 20 ans, il y avait la gauche au pouvoir il est hors de question de contrarier les syndicats d'enseignants, etc. En plus, c'est Jospin qui était Premier ministre à l'horizon des années 2000. Bon, le sport à l'école, on va prendre le sport à l'école. Le sport à l'école est contaminé par le fait que c'est pas du sport, c'est de l'EPS. Enseignement physique et sportif, etc. Et c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Lorsque, par exemple, vous faites une épreuve de course, on vous demande avant quel temps vous comptez mettre et on vous note en fonction de votre conformité à votre prévision. On ne note pas, comme ça se faisait autrefois, en valeur absolue, en fonction de la performance, etc. Parce que ce serait discriminer, bien sûr, ceux qui mettent 18 secondes sur 100 mètres. Or, il ne faut plus discriminer qui que ce soit. C'est plus du sport, mais plus du tout. En tout cas, le vrai sport, c'est l'initiale de la compétition. C'est d'autant plus absurde que les gosses sont extrêmement férus de compétition en tout genre. Ils connaissent par cœur les scores des équipes de foot, ils s'identifient à tel ou tel champion, etc. Et là, on leur dit non, dernier point. Un article récent dans une revue pédagogique, il y a un nombre sidérant en France de dispensés. C'est même une catégorie à part, les dispensés de sport. Alors, il y en a certains qui ont certainement des problèmes majeurs, etc. Mais enfin, les médecins donnent des dispenses sportives, en particulier pour les jeunes filles musulmanes, de façon à ce qu'elles n'aillent pas à la piscine. Il faut cesser. Il faut absolument cesser. Il n'y a pas de dispense de cours de maths, il n'y a pas de dispense de cours de lettres, il n'y a pas de dispense de cours de SVT. Le sport est une activité rigoureusement comme les autres. Si on veut la faire sérieusement, il faut que tout le monde la fasse. Et si ça leur fait pas plaisir, il y en a plein à qui ça ne fait pas plaisir d'aller en maths. Vous voyez ? Ou en français, ou quoi que ce soit. Allez, venons-en au sujet de l'ouvrage. Vous avez dénoncé il y a presque 20 ans
déjà la faillite du système éducatif à grand bruit. Et à vous lire, on comprend que la situation, elle a encore empiré et que l'école est dorénavant au point de rupture. Et votre constat est le suivant, la mixité scolaire est une supercherie, le fossé ne cesse de s'élargir, on a un système à deux vitesses, celui des riches et celui des pauvres. L'école des riches, l'école des pauvres. C'est aussi binaire que cela. Oui, c'est aussi binaire que ça. Alors d'abord, ça allait d'autant plus que, vous avez dû remarquer que depuis une quinzaine d'années, la classe moyenne est en train de disparaître. La classe moyenne est poussée vers le fossé, en quelque sorte. Je rappelle que l'école s'est maintenue longtemps parce que la classe moyenne, qui est quand même l'essentiel des troupes, espérait pour ses enfants un sort meilleur. Actuellement, l'état des choses actuellement, c'est que les enfants de la classe moyenne auront un sort bien pire. Voilà. On prend, ne serait-ce qu'un exemple parmi d'autres, la possibilité d'accession au logement. Possibilité d'accession au logement, on est dans les environs de Paris, où on parle, combien coûte un studio à Paris ? Vous voyez, qui a 1000 ou 1200 euros à mettre par mois sur 12 mètres carrés. Parce que c'est ça les tarifs. Et je vous rappelle, les propriétaires demandent que vous ayez la caution d'un salaire 3 fois supérieur au loyer. Enfin, les classes moyennes sont absolument écrasées. Donc, on ne se retrouve plus qu'avec des très pauvres et des bientôt pauvres. Et en face, une poignée de CSP++, si je puis dire, qui mettent leurs enfants effectivement dans des écoles privées ou publiques, d'ailleurs ça n'a absolument aucune importance, où ils se perpétuent. Voir Gabriel Attal, produit de l'école alsacienne, voir Pape Ndiaye qui avait mis ses enfants à l'école alsacienne, ce sont les lieux de l'entre-soi, en quelque sorte, ce sont les lieux où il est nécessaire d'être passé pour être reconnu. Je prends un exemple quand même. Alors, ce sont des établissements qui ont des réputations extraordinaires, pas forcément méritées d'ailleurs, on se dit. Gabriel Attal était un élève très moyen et il a passé le bac, il a été pris immédiatement à Sciences Po Paris. Voilà, par un tour magique. Il a été reconnu comme l'un des siens. Et l'autre bout du système, ce sont ces 10% d'enfants de la classe la plus privilégiée, dont il n'est pas évident qu'ils aient un intellect particulièrement brillant, parce que ça ne s'hérite pas. Voilà. Je vous le dis, même chez les chevaux, ça ne s'hérite pas, les hautes capacités. Mais qui sont mis en cocotte, en quelque sorte, et en circuit fermé, de façon à reproduire le système. C'est tellement vrai que les concours supérieurs, auxquels j'ai préparé, etc., déplorent le niveau des candidats. Le jury de l'ENA, depuis plusieurs années, déplore le seuil extraordinaire de conformisme, de manque d'idées, de manque d'imagination des candidats qui feront la prochaine promo et qui remplaceront à terme Macron, Borne, etc., tous produits d'une école qui est juste une école de conformisme et de manque d'imagination. Si les énarques avaient de l'imagination, on n'en serait pas là. Vous faites donc un vibrant plaidoyer, je comprends bien, en faveur de la mixité sociale, dans l'intérêt de la nation. Une nation pas uniquement sociale. Mais c'est là où ça intéresse, parce que vous dites, une nation ne peut pas survivre en se privant de 90% de ses forces vives qui sont totalement abandonnées, et là, pour l'instant, je vous suis parfaitement. Et vous ajoutez qu'une certaine mixité sociale, alors, peut-être l'outil de la renaissance de l'enseignement. Mais j'ai envie de vous dire que là, je trouve qu'il y a peut-être, de votre part, 20 ans de retard, parce que la mixité sociale, elle est moins aujourd'hui une considération de classe sociale qu'une question ethnique. Enfin, la mixité sociale, elle fonctionne pour une population au projet civilisationnel qui est homogène. Sinon, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne plus. Alors, lorsque je parle de mixité, actuellement, la pure mixité sociale, infiltrée ou exfiltrée, 20 ou 25 ou 30% de boursiers à tel niveau, c'est du quantitatif pur. On en meurt de ça. On va en crever. Ce que je propose, c'est une mixité pédagogique. C'est-à-dire, socialo-pédagogique, c'est-à-dire mettre dans des bons établissements des enfants qui viennent de milieux
extrêmement diversifiés, voire parfois très bas, voire parfois ethniquement fort étrangers, et les intégrer parce qu'ils ont les capacités intellectuelles. Je suis pour l'élitisme républicain, je suis contre l'égalitarisme républicain. La mixité telle qu'elle est conçue depuis plusieurs années, telle qu'elle a été mise en place instantanément par Pécresse qui voulait 25% de boursiers dans les classes prépa, etc., c'est une mixité quantitative. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Ce qu'il faut, c'est recréer des classes de niveau dans lesquelles on mettra tous les élèves, quelles que soient leurs origines, qui ont la capacité pour être à tel ou tel niveau dans telle ou telle matière. De plus en plus, je pense qu'il faut partir et abandonner cette notion de classe entière et fonctionner par matière et par certification dans la matière. Abandonner le bac, par exemple, et le remplacer par des certifications, comme on fait en langue. Vous savez, certification A, A+, A-, etc., A1, A2. Vous auriez des certifications en maths, en ceci, en cela, et le supérieur pourrait s'appuyer véritablement sur un niveau réel et non pas sur un niveau fictif. Et vous pourriez d'ailleurs négliger un petit peu telle matière pour laquelle vous n'avez pas d'appétence, mettre le paquet sur telle autre, etc. On est très très loin de ça. C'est pour ça que je dis qu'il faut renverser la table, il faut cesser de penser en années successives et isolées les unes des autres. Il faut penser en termes de matière avec une règle absolue, c'est que plus vous avez des élèves bons, plus vous pouvez en mettre dans une classe. On peut avoir 45 ou 50 élèves de très haut niveau sans problème. C'est ce qu'on a en prépa. Plus vous avez des élèves en très grande difficulté, moins il faut qu'ils soient nombreux. Au-delà de 12 ou 15, vous ne pouvez pas enseigner à une classe d'élèves très retardés du point de vue académique. Voilà. Mais ça, c'est un bouleversement total de principes. Alors, il faut bien entendu moduler les programmes en fonction des élèves que vous avez en face. En donner plus à ceux qui, au départ, en ont moins. La demi-heure ou l'heure de français de plus en 6e qui a été décrétée en juin dernier, c'est de la poudre aux yeux. Qu'est-ce qu'on va faire ? En faire une dictée qui sera faite par les professeurs des écoles qui n'ont pas formé les élèves qui sont arrivés en 6e, puisque d'après le ministère, 45% ne savent ni lire ni écrire. La difficulté, Jean-Paul Bregelli, c'est que moi je comprends parfaitement, vous dites, il y a une classe aisée, elle dispose de passe-droit, et ça permet aux élèves d'être dans les meilleurs établissements, de rester dans l'entre-soi. Tout ça me va bien. Vous dites de l'autre côté, il y a des établissements ghettos et délabrés dans lesquels on a abandonné les élèves qui sont dedans. C'est où je ne vous suis pas, c'est dans la masse, vous dites que la classe moyenne, elle existe encore, et en fait, la plupart du temps, vous mettez en cause par exemple les palmarès des lycées. Mais cette classe moyenne, ou même les classes les plus populaires, elles se saignent pour mettre leurs enfants dans des établissements, non pas les meilleurs, dans les établissements protégés. Protégés de l'insécurité, protégés du délabrement, protégés de la drogue, etc. Alors, etc. Vous avez raison. C'est ça qui me pose problème, si vous voulez. Vous avez raison. Il y a beaucoup de gens qui dépensent énormément d'argent, mais pas pour les mettre à Henri IV ou à Stanislas à Paris, mais tout simplement pour les protéger. Alors, je vais prendre un exemple. J'habite Marseille. Vous avez l'un des deux meilleurs lycées privés de Marseille, qui s'appelle Lacordaire, et dans le 13e arrondissement, c'est-à-dire au cœur des quartiers nord, et un assez grand nombre de musulmans inscrivent leurs enfants à Lacordaire, école privée catholique, etc., sous contrat, pour leur éviter les collèges de secteur qui sont essentiellement des établissements prévention-violence. Ça en dit long quand même, où les gosses, quand ils sortent de l'école fin 6e ou fin 5e, font les guetteurs le soir pour les dealers du quartier. Bon, alors primo, il y a des problèmes qui devraient être réglés juridiquement, extérieurs à l'école quand même, voir une chose. Deuxièmement, je propose dedans, dans ce livre, c'est insupportable, vous savez, les gens qui habitent le ghetto et qui sont condamnés à envoyer leurs enfants à l'école du ghetto. Bon, je propose d'éliminer les ghettos. Mais vraiment de les éliminer. Il y a des quartiers à Marseille, la Castellane par exemple, on dirait un château fort. Bien sûr, vous regardez des photos de la Castellane, c'est fait de façon à ce que les voitures de police ne puissent pas entrer. L'architecte qui a fait ça, j'aimerais bien l'encadrer un petit peu un jour pour lui expliquer.
ce sont des endroits qu'il faut faire sauter, mais véritablement sauter, et disperser les gens de façon autoritaire. Faire du buzzing, comme on dit aux États-Unis, pour envoyer les gens, les dispatcher à droite, à gauche, etc. Les noyer, en quelque sorte, dans la masse, parce qu'ils n'ont de force que dans le regroupement. Et enfin, je vous le dis, j'ai eu de très très bons élèves maghrébins à Marseille, dont l'objectif était justement de réussir pour se barrer. J'ai eu une classe qui travaillait, qui préparait ce qu'on appelle l'heptaconcours, qui ouvre aux 7 IEP de province. Et l'IEP qui était le plus convoité, c'était Lille. D'abord parce qu'il y a une école de journalisme associée qui est d'un très bon niveau, et ensuite parce que c'était loin de papa-maman, loin des grands frères, etc. Les filles en particulier en rêvaient véritablement. On arrivait à intégrer dans ces écoles 50% de nos effectifs, ce qui est quand même considérable, et les 50% on les intégrait à Cage Business School, qui est l'une des bonnes écoles de commerce françaises. Bon, donc les bons élèves existent, mais ces élèves, on les avait recrutés exprès et on leur donnait en un an la nourriture à laquelle ils n'avaient pas eu droit dans leurs établissements pendant 15 ans. C'est ça qui est scandaleux, c'est que des enseignants, sous des prétextes divers et variés, n'aient pas donné à ces mômes qui étaient absolument demandeurs de quoi se sentir culturellement français. Ça, c'est un passage important du livre, parce que, bon, alors vous dites qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais élèves au départ, bien évidemment. Sauf exception rarissime. Voilà, sauf si, bien évidemment, à éducation sérieuse égale. Mais alors, par contre, là, vous affirmez qu'il y a des bons et des mauvais enseignants. Et pour vous, le bon prof, c'est tout un symbole, c'est un prof physiquement debout. Oui, je vais vous dire, je crois que je ne me suis jamais assis en 45 ans de carrière, jamais. J'ai considéré qu'un prof est sur scène. Je rappelle que l'une des choses qui ont été détruites en 68, c'était les estrades des enseignants. Les estrades avaient un sens symbolique et pratique. Pratique parce que ça permettait d'aller en haut des tableaux. Et ça s'est vu au moment où on a enlevé les estrades et où en même temps la profession s'est féminisée et où des femmes plus petites d'ailleurs n'arrivaient pas en haut du tableau. Bon, et on est en représentation quand on est en cours. Quelque matière qu'on enseigne, on est en représentation, on fait du théâtre. Je pense que l'une des méthodes les plus sérieuses pour former des profs, ce serait de leur faire du concours d'impro. Vous savez, où on leur donne un sujet, ils ont 1 minute de réflexion, 3 minutes de démonstration, et il faut se lancer. Là, je m'adresse aux collègues qui viennent de rentrer là, cette semaine, et qui ont été, les nouveaux collègues en particulier, qui sont retrouvés face à des classes en se disant « mais qu'est-ce que je vais dire ?» Vous savez, ce moment de panique absolue, d'adrénaline. Bon, eh bien, ce que je vais dire, c'est justement du spectacle. C'est-à-dire que les enfants sont là pour admirer, au fond, l'enseignant. Il y a trop d'enseignants qui ne sont pas admirables. Il y a trop d'enseignants qui se réfugient derrière leurs petits doigts et des prétextes divers et variés pour dire « Ah non, étudier 3 œuvres en français en première, je peux pas. Mais qu'est-ce que tu as fait pendant tes études ?» Vous voyez ? Et qu'est-ce que tu fais le dimanche ? C'est un métier où on a 18 heures de cours parce que justement, le reste du temps, on prépare ces cours. Alors j'ai toujours passé mes vacances à préparer ce que j'allais faire après. Ce qui fait que le problème des vacances, c'est un problème toujours extraordinairement mal posé. Les gens croient que les vacances des enseignants sont les mêmes que les vacances des mineurs de fond. C'est pas vrai. Bon, je vous rappelle d'ailleurs que si c'était si fascinant ce métier, si c'était bien payé, avec tellement de vacances, 5 mois de vacances pratiquement, on n'aurait pas de problème de recrutement quand même. Or, on croule sous les problèmes de recrutement. Il y a moins de candidats que ce qu'il y a d'offres de postes. On est à moins 3000 en cette rentrée. On va prendre des gens qui sortent de licence à peu de choses près et qui n'ont aucune compétence. Alors il va falloir que les enseignants soient reformés très très vite. Et pas forcément sur du temps scolaire. Là, il va falloir être un tout petit peu strict. Enfin, mince, qu'est-ce qu'on ferait d'eux si on était en Chine ? Vous voyez ? Est-ce qu'on les maintiendrait comme profs ?
Voilà. Qu'est-ce qu'on ferait d'eux si on était en Corée? Est-ce qu'on les maintiendrait comme profs? Qu'est-ce qu'on ferait d'eux si on était au Japon? Dans toutes les démocraties qui sont sur le dessus du classement PISA. Entre la Chine et la France, au niveau du classement PISA, il y a 100 points d'écart. 100 points! On a été la meilleure nation au monde au niveau scolaire. On est actuellement dans le bas du classement. Dans le bas du classement des nations, on va dire, développées. Après, bon, vous avez le Pérou, etc. Mais ils ont d'autres problèmes. Mais actuellement, Blanquer pensait imposer, pour apprendre les maths à l'école primaire, la méthode de Singapour. On n'est plus fichu de trouver une méthode française qui apprenne les 4 opérations de base au CP. Actuellement, les 4 opérations de base sont dispatchées sur 5 ans. Hein, et je peux vous assurer qu'ils arrivent en 6e, la division, c'est toujours l'écran noir pour eux. Hein. Allez, dernière question, toujours sur vos collègues profs. Vos recommandations, elles sont quand même pour le moins iconoclastes et je me dis que les syndicats d'enseignants doivent vous voir arriver avec effroi. Je cite en vrac, tolérance zéro, art de mouiller sa chemise, art de redonner du sens à la valeur travail. Mais vous allez même plus loin, vous dites, un bon enseignant n'est pas là pour apporter la paix, mais l'épée, citation de Matthieu, il n'est pas là pour faire apprendre les maths, le français, mais pour enseigner une civilisation, la nôtre. Oui. C'est le débat qu'il y a eu. Le président de la République a dit il faut revenir à une histoire chronologique. Il n'est pas au courant, véritablement. L'histoire est soi-disant chronologique, sauf qu'il y a des trous. Vous voyez, ça fait des années, par exemple, je me suis aperçu que aucun élève, ne savait quoi que ce soit sur la guerre de 30 ans. C'est la première guerre mondiale qu'il y a eu en Europe. C'est un événement absolument considérable qui a consacré l'effondrement de l'Espagne, etc. Ils ne savent pas du tout. De la même façon, Louis XIV actuellement, c'est un esclavagiste, c'est Colbert, c'est le Code noir, etc. Il va falloir être un tout petit peu sérieux. Regardez justement ce qui se fait en Chine. Ils exaltent la nation, y compris d'ailleurs en racontant des fariboles. À certains moments, ils font des films sublimement beaux sur les grandes actions de l'armée populaire, etc. On a des milliers de sujets en France, pas uniquement les guerres de Vendée. Vous voyez, on pourrait faire des sujets en quelque sorte qui permettent de regrouper. Véritablement, on laisse les uns et les autres enseigner. Alors, l'esclavage au nom de Sainte Taubira, un autre je rappelle qu'il y a aussi ceux qu'on n'enseigne pas. Par exemple, il y a des tas d'enseignants qui ne veulent pas enseigner la Shoah de peur de froisser les antisémites du système. Lorsque Samuel Paty a été assassiné par un islamiste, dans la nuit, j'ai fait un PowerPoint sur l'histoire de la caricature depuis le XVIe siècle, en y mettant aussi les caricatures du journal danois qu'avait reprise Charlie, etc. Et j'ai passé ça à une classe qui était à 80% maghrébine et qui n'a pas moufté. Je vous le dis, c'est juste une question de rapport, presque de rapport physique aux élèves. Je veux dire, on leur apporte quelque chose. C'est bien sûr que c'est vertical. Bien sûr que je ne vais pas leur dire « Alors, qu'est-ce que tu en penses ?» sur ce ton-là. Non, voilà, c'est ça, ce sont les faits, et tu fermes ta gueule. Et tu prends des notes, et la prochaine fois, je t'interrogerai sur la question. Merci beaucoup Jean-Paul Briguelli. On continue parce que face à la déflagration, vous prenez la révolution avec vos mots. L'école à 2 vitesses aux éditions de l'Archipel. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous.